Trois invités pour ce débat qui est, alors vous l'aurez compris, un petit peu une joyeuse question. Climat, y a-t-il encore un espoir? N'allez pas tout de suite acheter des antidépresseurs, je vous rassure, on va essayer d'être positif. Trois invités: Perrine Simon-Naoum, philosophe, directrice de recherche au CNRS, auteure de Les déraisons modernes, ou autrice, je ne sais pas comment vous préférez qu'on... Auteur me va. Chargé de cours également à l'École normale supérieure. D'ailleurs, vous venez d'un cours et vous repartez à un cours d'après. Donc, merci d'avoir trouvé un créneau pour nous. Jean Jouzel, climatologue, membre de l'Académie des sciences, ancien vice-président du GIEP, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et Walter Bouvet, entrepreneur engagé, cofondateur de Openland. J'explique en un mot, parce que c'est pas très connu, et vous décrivez votre Openland comme une communauté de talents qui développe des projets pour réparer la Terre. Donc, on va en parler tous ensemble. Déjà, je vais vous poser une question à tous les trois. Qu'est-ce que vous pensez de cet intitulé de ce débat qui, pour le coup, effectivement, est un petit peu provoque, un petit peu choc et un petit peu déprimant? Climat, y a-t-il encore un espoir? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais pas, oui, le micro marche. Bah, écoutez, c'est vrai que moi j'ai été un tout petit peu surprise par cet intitulé, ou plutôt j'ai trouvé qu'il reflétait malheureusement l'ambiance actuelle, l'idée qu'on doit aborder ces questions-là de façon pessimiste. Non seulement, je dirais, pessimiste dans le constat que nous faisons, et en étant aux côtés de Jean Jouzel, bien sûr, je ne discuterai pas des fondements des données qu'il a contribué à élaborer et de l'alerte qu'il a lancée, mais je dirais pessimiste sur la manière dont on conçoit notre rôle, notre action possible par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a, notamment dans les discours qu'on appelle les discours des collapsologues, finalement la volonté d'imposer l'idée que l'apocalypse serait là, qu'elle serait inéluctable et qu'il ne faudrait même pas agir contre elle parce que notre action ne ferait que hâter sa venue. Donc si vous voulez, j'ai trouvé qu'il fallait venir parler ici pour mettre un petit peu d'optimisme dans tout ça. Bon, tant mieux. Jean Jouzel, pareil. Oui, je suis sur cette ligne. Moi, j'ai envie, alors non pas d'être comme ça exagérément optimiste, mais j'ai envie de répondre oui par rapport à cette question, c'est clair. Ça dépend à quel niveau on place l'espoir, ça on pourra en discuter. Mais bien sûr, il faut faire le maximum pour lutter contre le réchauffement climatique, s'y adapter, parce que c'est quand même au cœur du développement de nos sociétés. C'est vraiment la première conséquence du réchauffement climatique, c'est d'accroître les inégalités. Et si on laisse ce monde, eh bien, voilà, donc il faut tout faire. Et mon espoir, c'est effectivement d'engager, de faire adhérer le maximum de personnes. C'est pour cela qu'on est là, je crois, pour effectivement... je crois toujours à l'action, mais bon, il y a beaucoup de raisons d'être pessimiste aussi. Walter Bouvet, peut-être également en profiter pour expliquer un peu ce que vous faites, parce que c'est moins simple que de dire chercheur ou... Oui, ça peut s'expliquer en quelques mots. On a donc Openland, nous avons créé ce qu'on appelle une fabrique de projets de transition écologique. Donc on aide concrètement des personnes, des professionnels, des gens qui veulent créer, entreprendre, ou des entreprises ou des organisations établies et des territoires à créer leurs projets de transition écologique, notamment en veillant à ce que leur impact sur le climat, la biodiversité, les ressources et l'emploi soient ce qu'on appelle des impacts positifs. Alors, positif, c'est, je mets des guillemets, mais en tout cas contribue à traiter ces grandes problématiques au travers de la création et de l'entrepreneuriat. Et donc, si je fais ça, c'est que je pense que c'est utile. Et si c'est utile, eh bien, il y a de l'espoir. De toute manière, nous sommes ici en vie. Toutes et tous, nous respirons, nous échangeons. Dans le moment présent, nous avons une capacité d'agir qui fait de nous des êtres vivants. On a ce bijou de la science et de la connaissance que le GIEC a travaillé, a formé depuis des dizaines d'années avec des personnalités comme Jean. On a cette chance de connaître l'échelle des enjeux
auxquels on est confronté. Une partie de ce qu'il faudrait faire, même si objectivement on ne sait pas tout aujourd'hui, ça va être sans doute assez complexe, et là je rejoins Jean sur la fin de son propos, il y a aussi des raisons d'être un peu plus, disons, moins prudent, quoi, de pas, c'est pas youpla boum non plus cette transition. Mais oui, espoir, en tout cas, cultivons-le et essayons d'être à la hauteur des enjeux par nos actions. Alors on va commencer par là. Je pense que dans le public, la plupart des gens ont entendu parler du dernier rapport du GIEC qui a peut-être un peu gâché les vacances de la plupart des gens qui lisent la presse et qui s'intéressent, qui n'avaient pas décroché en août. Jean Jouzel, est-ce qu'on peut en profiter de votre présence justement pour faire un résumé, une synthèse un peu compliquée, mais quels sont les grands points qu'il faut retirer? Comme on n'a pas beaucoup de temps, on pourrait en parler pendant une demi-heure, mais que faut-il retirer de ce 6e, je crois, rapport du GIEC? Oui, merci Benjamin. Disons, les points importants pour moi, d'abord, cette affirmation que le réchauffement climatique est de façon certaine attribuable aux activités humaines. Et disons, c'est l'ensemble du réchauffement climatique qu'on peut attribuer aux activités humaines. On l'attribue à partir de la température moyenne, mais aussi c'est vrai pour les événements extrêmes, par exemple les canicules qui deviennent de plus en plus intenses, l'accélération du niveau de la mer. Donc c'est vraiment l'attribution à quelque chose de très riche dans ce rapport et très nouveau. C'est la première fois que nous disons c'est une certitude. Beaucoup de travail sur les événements extrêmes, aussi bien sur leur évolution au cours des dernières décennies, sécheresse, inondations, pluies torrentielles, que sur leur évolution au cours, disons, du prochain siècle. Et aussi un message très clair, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que nous avions anticipé il y a une cinquantaine d'années. Et il faut quand même accorder de la crédibilité aux projections du GIEC. Alors ces projections, évidemment, il y a des scénarios émetteurs, on fera tout pour les éviter, mais ça nous emmènerait vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Et vraiment, je crois, vraiment une incapacité à s'adapter à ce réchauffement climatique de par le monde. Des scénarios ambitieux, correspondant à plus 2 et plus 1,5 degrés, puis un scénario intermédiaire sur lequel nous sommes plutôt, malheureusement, qui nous emmène, nous y reviendrons, vers 3 degrés. Alors là aussi, des conséquences, eh bien, à long terme, l'élévation du niveau de la mer, c'est très important, ça peut atteindre quelques mètres au cours des prochains siècles. Alors, c'est peut-être loin, mais c'est maintenant que nous en décidons. Et puis, bon, ces événements extrêmes qui vont s'intensifier. Enfin, là, pour les solutions, alors, les solutions ne sont regardez que de façon enfin, disons, que sur les aspects effets de serre. Ce rapport redit la nécessité de, disons, en tout cas la compatibilité d'une neutralité carbone à 2050 avec l'objectif 1,5 degré de l'accord de Paris. Ce pourrait être en 2070 si on se limite à 2 degrés. Et puis aussi dit l'importance, par exemple, de regarder ce qu'on peut faire à court terme, par exemple sur le méthane. Ce sont, je crois, les points essentiels de ce rapport. Perrine Simon-Naoum, on en parlait en préparant cette émission, il y a la science, les faits apportés par le GIEC, et il y a aussi la perception, et c'est là où il peut y avoir un peu un effet peut-être un peu déprimant ou un petit peu culpabilisant de recevoir ce genre d'informations et de se dire, mais se retrouver un peu bloqué, de se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi en tant que citoyen ? Oui, alors il y a, si vous voulez, les données scientifiques et il y a la manière dont ces données scientifiques sont appréhendées par le tout un chacun. Moi, par exemple, qui n'ai jamais rien compris à la science et qui n'ai pas de formation scientifique. Et donc c'est là où, si vous voulez, je crois qu'il est bon qu'il y ait les travaux des scientifiques, mais il est bon également qu'il y ait les travaux des politiques, des éducateurs, des philosophes, des historiens, pour essayer de construire en fait des discours qui soient audibles par le public, c'est-à-dire que l'opinion publique puisse comprendre à la fois les enjeux, mais les comprendre, ça veut dire en même temps ne pas être écrasé par cette responsabilité infinie que finalement ce principe responsabilité que tout le discours autour du climat
de la dégradation de l'environnement fait peser sur nous, et fait peser sur nous de façon très forte, c'est-à-dire jusqu'à nous exclure de l'histoire, c'est-à-dire encore une fois jusqu'à nous dire que nous ne pouvons plus, notre destin n'est plus entre nos mains. Et donc il faut, je crois, réfléchir, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Alors les médias sont là, mais ils ne suffisent pas. Nous n'allons pas tous devenir des scientifiques, à la manière finalement dont nous pouvons nous approprier ce qu'on nous dit de notre avenir, sans nous sentir en quelque sorte écrasés par la forme prédictive des choses. C'est-à-dire que en matière de climat, on tire des causalités. On oublie, j'en sais rien, mon voisin de gauche pourra me le dire, mais il me semble que dans l'histoire de l'humanité, d'abord l'humanité a toujours surmonté des catastrophes, et puis l'histoire n'est pas écrite. L'histoire c'est fait aussi de hasard, c'est fait de contingence, mais c'est fait aussi d'imagination, c'est fait de créativité. Et finalement, le fait que nous soyons dominés par un discours unique, qui est un discours qui nous dépeint l'avenir sous des couleurs moroses, fait en quelque sorte que toute cette créativité, toute cette imagination, me semble-t-il, disparaît et s'efface. Alors, je pense que sur ce point-là, Walter Bouvet ne sera pas totalement d'accord. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez travaillé dans la presse, donc on en parlait justement. Pendant 13 ans, vous avez fondé Alter Echo, c'est ça? TerraEcho. TerraEcho, pardon. Alter Echo, c'est l'autre. Du coup, c'est l'autre. Désolé. Du coup, est-ce que vous pouvez... je pense que c'est intéressant que vous répondiez, en fait. Je n'ai même pas besoin de vous poser de questions. Oui, alors je ne suis pas totalement en désaccord sur les imaginaires, parce que ce que je voudrais dire, et c'est là où je rejoins Jean, il faut qu'on prenne conscience, je l'ai dit tout à l'heure, mais de la hauteur de la marche. C'est pas pour nous écraser et c'est pas pour dire que c'est perdu, c'est pas du tout ça. C'est juste que si vous partez en randonnée en montagne, et c'est un peu là ce qui nous arrive collectivement, vous vous préparez. Vous regardez la météo, vous regardez le dénivelé, vous regardez si vous êtes préparé. Certains le font en tongs, hein, donc tout le monde. Voilà. Certains se retrouvent effectivement en tongs et en t-shirt sous l'orage en n'ayant rien préparé. Donc l'idée c'est de dire, essayons de ne pas nous trouver collectivement dans cette situation. On a à la fois du temps pour anticiper, et puis en même temps on voit bien que le temps s'écoule et que les phénomènes confirment les hypothèses, les scénarios du GIEC. C'est ça qui est un peu inquiétant. Pour autant, quand on prend ça dans son quotidien et qu'on traduit ça dans sa vie humaine quotidienne, là je vous rejoins totalement. On ne peut pas vivre, même personnellement, en se laissant écraser quotidiennement par ce sujet. Sinon, on est sidéré, on est complètement amoindri, et on n'a plus d'énergie, on est dans cet état d'éco-anxiété qu'on décrit parfois, qui peut être paralysant. Or, ce dont on a besoin aujourd'hui, ça n'est pas d'être paralysé, c'est d'être en mouvement, collectivement, en essayant d'y croire, en faisant des choses qui vont peut-être sur cette ligne de crête, parce que c'est complexe. C'est une ligne de crête, ce qu'on a à faire collectivement, mais on a une capacité d'imagination, on a une capacité d'adaptation. On ne sait pas tout faire, mais on sait décarboner, Jean commentera peut-être, une partie de l'économie, pas assez, pas tout. Ça, c'est pareil, on ne sait pas tout faire aujourd'hui. L'accord de Paris en l'état, de la technique, de nos connaissances et de nos organisations humaines, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ça, c'est la réalité. Je vais à court terme. Pourtant, il va bien falloir qu'on le fasse. Mais donc, on va peut-être trouver des choses en chemin, à condition d'ouvrir un peu les chakras. Non, mais c'est vrai. Et de se dire, OK, transformons la défaite en défi. C'est un défi de société. On se cherche un but collectivement parfois. Là, il y a un magnifique défi de société. Alors, nous, on appelle ça réparer la Terre. Je mets des guillemets, on n'est pas des garagistes de la Terre, mais l'idée, c'est de... C'est joli, par contre, comme concept. Voilà, ça vient un peu de Bruno Latour, ça vient de plein de choses, ça vient de Gaïa, ça vient de notre rapport au vivant aussi avec le climat. Mais moi, je vois plein de gens quotidiennement qui viennent nous voir en disant « Moi, j'ai un projet, je veux créer une ligne, je sais pas, de cosmétiques sans emballage, en circuit court. » Et c'est des gens, ils cochent toutes les cases de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est beau, ça sent bon, ça donne envie, c'est joyeux, ça crée de l'emploi. Est-ce que ça suffira? Bien évidemment, non. Est-ce que c'est le bon chemin? Sans aucune hésitation, oui. Je vais redonner la parole à Jean Jouzel, mais juste avant, Madame Simon Naoum, vous étiez en train de bouillonner sur votre chaise. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Walter Bouvet. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que certes, nous avons cet enjeu du climat, mais ce n'est pas le seul.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres enjeux. Il ne faudrait pas, par exemple, oublier d'autres combats seulement pour celui du climat. On sait très bien, c'est ce qu'a montré le rapport d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole, que ces problèmes de climat et d'environnement ont des répercussions sur les inégalités économiques. Il ne faut pas qu'une politique qui chercherait à répondre aux problèmes de l'environnement en vienne à sacrifier les populations. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je veux dire, la nature, nous vivons dans la nature, mais moi je rappellerai philosophiquement que nous ne vivons pas pour la nature. Et que si on veut entraîner les gens, il faut d'une certaine façon que ce combat pour le climat, il rentre en résonance avec un certain nombre d'autres combats, d'autres défis qui peuvent aussi bien nous mobiliser. Monsieur Jouzel ? Oui, alors, pour réagir là, bien sûr que le réchauffement climatique n'est pas le seul problème auquel nous faisons face. Le problème, c'est qu'il exacerbe tous les autres. Notamment les inégalités. C'est ça le problème. Par exemple, prenons le cas de la biodiversité. Le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité et risquerait de devenir la première en cas de réchauffement important, tout simplement parce que beaucoup d'espèces, faune ou flore, n'ont pas la capacité de se déplacer aussi rapidement que les autres, ou n'auraient pas aussi rapidement que les autres climatiques. Les problèmes d'accès à l'eau, d'insécurité alimentaire. Donc on ne peut pas dissocier les problèmes un par un et dire il y a d'autres problèmes. Non, tout est transversal. C'est vraiment, tout se décline et on ne peut pas comme ça prendre, disons, ce problème du réchauffement climatique et dire il y a d'autres problèmes. Bien entendu, on ne peut pas non plus espérer garder, je dirais, un dynamisme économique sans prendre en compte ce problème de lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas rêver d'une société qui fonctionne bien sans s'occuper de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est faux. Hein, c'est un message très fort. Disons, l'élévation du niveau de la mer dans certaines régions, certaines villes qui seraient mises en cause, de l'insécurité alimentaire dans beaucoup d'autres. On peut parler des populations. Et bien sûr, j'ai beaucoup travaillé sur la justice climatique, sur le fait que ce sont les plus vulnérables qui sont les plus pauvres qui sont les plus vulnérables dans le monde, mais aussi en France. Et ceux qui sont le moins responsables aussi. Voilà, donc, mais tout cela, il ne faut pas croire, je n'accepte pas, enfin disons, il ne faut pas croire qu'on trouvera les solutions dans 30 ans. C'est inéluctable ce réchauffement et on ne trouvera pas des solutions miracles. Il faut vraiment agir tout de suite. Donc cette idée l'histoire a été ce qu'elle a été, je crois fortement à l'innovation, à la recherche, mais elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et la neutralité carbone. Donc c'est cela qu'il faut faire. Donc on ne peut pas dire... il y a deux termes... Enfin, maintenant, il y a moins de climato-sceptiques. Et quand on me parle, on me parle de quoi? De l'éco-anxiété et puis de cette possibilité, on verra, on trouvera les solutions quand les problèmes arriveront. Voilà les deux choses maintenant, c'est ça le nouveau climato-scepticisme. Ah bah oui, parce que on nous reproche, on nous reproche de dire aux jeunes ce vers quoi nous allons, et je pense qu'il faut que nous le disions. On nous le reproche, on commence à nous le reprocher. Cette éco-anxiété, on le met sur le dos des climatologues. Ce n'est pas en ne disant rien. Donc moi, je ne crois pas. Je crois qu'on doit dire les choses. Et le rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique sortira en février. On verra bien. Mais on ne peut pas ne pas dire les choses simplement parce que ça crée de l'éco-anxiété. Par contre, je suis optimiste. Je vais vous simplement dire un chiffre. Disons, en France, pour réussir la transition écologique au sens large, eh bien, il faudrait... En tout cas, la transition énergétique qui est au cœur, il faudrait 20 milliards d'euros chaque année supplémentaires. On y met 60 à 80 milliards d'euros chaque année. 20 milliards d'euros, c'est ce qu'on a mis sur la table à peu près tous les 15 jours pour lutter à juste titre contre la pandémie. Donc je veux dire, c'est une question de choix de société, c'est une question, donc c'est pas non plus une question d'investissement. Enfin, c'est important 20 milliards d'euros, c'est pas le problème, mais il faut avoir une notion que c'est possible, c'est ça. Mais il faut pas dire c'est possible, on le fera plus tard. C'est surtout ça qui est très dangereux. Alors on reproche souvent aussi aux hommes politiques, actuellement au gouvernement, de ne pas aller assez vite. Je prends deux faits d'actualité pour vous poser une des dernières questions. Le gasoil vient de dépasser les 1,50 €. Et donc ça pèse forcément sur les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture, les classes moyennes, les classes plus populaires. Et dans le même temps, une COP26 à Glasgow en novembre dont on attend beaucoup. Et comme souvent dans les COP, finalement, il y aura beaucoup d'attentes et
beaucoup de déceptions aussi. Sur qui doit-on faire peser cette transition écologique? Est-ce que c'est sur les citoyens? On en parlait tout à l'heure, donc je vous pose la question à tous les deux. Ou est-ce que c'est sur les collectivités, l'État, les gouvernants? Alors moi, je ne dirais pas seulement faire peser. C'est qui doit participer, en fait, en présentant les choses comme ça. Comme le dit Jean, il faut agir rapidement et de manière... Et la Covid, effectivement, a permis d'ouvrir les chakras, justement, en faisant des trucs incroyables, en se disant, ah ben, en fait, on a les moyens. C'est une question de vie ou de mort, donc les moyens, on les trouve. Bon, ben, on est à peu près dans le même cas. Donc, les moyens de l'argent, il y en a. Je discutais avec un banquier, un grand banquier. L'argent magique, dirait. Non, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas de problème il se trouve qu'on n'a pas de problème d'argent à court terme. Et que cette transition n'est pas d'ailleurs qu'une question d'argent. C'est une question de désir qu'on va réussir à créer collectivement pour se dire ça, c'est important de le faire. Et comme c'est important, on va se mobiliser. Chacun dans son métier, chacun dans son travail va jouer un rôle 8 heures par jour, et pas seulement dans le cercle citoyen et familial. Déjà pour moi, pour répondre à votre question et ne pas faire peser les choses, mais plutôt responsabiliser chacune et chacun et donner envie, on peut partir par ce prisme du travail et de à quoi sert notre travail et comment dans notre travail on sert cette transition écologique de manière directe ou indirecte. Et là, il y a une ouverture qui est possible. Mais c'est sûr que, je crois que c'est le cabinet Carbone 4 qui montrait que sur le carbone, même si des citoyens étaient totalement raccords par rapport à tout ce qu'il faut envisager tout de suite, on n'arriverait collectivement qu'à 20-25% du résultat souhaité. Parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a les entreprises, parce qu'il y a l'État, mais dont nous sommes tous aussi des êtres agissants, des gens qui votons, etc. etc. Donc l'État, c'est aussi nous. On a du pouvoir, on a des responsabilités, il faut essayer de travailler notre envie pour jouer chacun notre rôle et faire accélérer les choses comme l'évoque Jean. Perrine Simon-Naoum, la même question. Oui, comme je disais que l'un des enjeux était de faire aller la science aux citoyens, je pense que l'un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, notamment sur ces questions-là, ce sont les discours qui se plaisent à mettre en avant l'impuissance du politique. Or, le politique, c'est nous. Encore une fois, je veux dire, l'État, c'est nous. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les gens puissent se mobiliser et donner un côté collectif à cette mobilisation. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Joseph? Oui, moi, tout simplement, je pense que par rapport à qui est concerné, c'est, je dirais, tout le monde. L'État a un rôle à jouer, évidemment, disons au niveau international, d'être ambitieux. L'État français l'a été, hein, l'accord de Paris est ambitieux. Ensuite, de le décliner, disons, en outils, en loi. Malheureusement, je pense que la loi climat-résilience, qui était censée s'appuyer sur la recommandation citoyenne, n'est pas du tout à la hauteur. Mais c'est le rôle de l'État. Mais la réalité de tous les jours, quand on va parler d'urbanisme, de mobilité, d'agriculture, de circuits courts, c'est beaucoup sur les territoires que ça se joue. Les régions, les élus locaux ont un rôle très important à jouer. Je pense que les industriels également, toute l'activité économique doit être orientée, elle doit être active, création d'emplois, c'est clair. Et donc, mais aussi, disons, l'éducation, un rôle. Bon, moi-même, je suis, disons, impliqué actuellement dans un groupe de travail sur enseigner la transition dans l'enseignement dans le supérieur. Voilà, auprès de Frédéric Vidal, les ONG, et puis chacun de nous, je crois que chacun de nous, on est intéressé dans notre sphère privée, comme l'a dit Walter, mais pour beaucoup d'entre nous, dans notre sphère professionnelle également. Donc il faut une continuité, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut aussi que tous les pays de la planète regardent dans la même direction. Il y a un aspect de solidarité qu'on n'arrive pas, disons, à mettre en œuvre suffisamment, et c'est un peu, on verra bien à Glasgow évidemment, mais on risque de ne pas atteindre les objectifs qu'il aurait fallu affiché à la sortie de cette conférence. On va faire la transition avec ma dernière question. Il y a beaucoup de jeunes dans l'assistance, comme souvent à Médias en scène. Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg et aussi des manifs pour le climat, de tous ces jeunes qui se mobilisent et qui, d'une certaine manière, secouent un peu le cocotier et qui interpellent les gouvernants sur leur incapacité à prendre des décisions qui semblent être les bonnes décisions à prendre Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense à vous, parce qu'on en a discuté tous les deux. Oui, alors, je vais me faire assassiner, j'en pense beaucoup de mal. J'en pense beaucoup de mal parce que, pardon, c'est pour moi le type de discours qui est un discours culpabilisateur. Je trouve anormal que les gens considèrent qu'on peut faire la grève de l'école, la grève du savoir,
Moi, les vendredis, je fais cours et je veux avoir des étudiants dans ma salle de cours. Donc voilà, ils ont à être là. Greta Thunberg, c'est une sorte d'Antigone moderne, comme l'a décrite Bernard Stiegler. Et voilà, il n'y a aucune raison, je ne vois pas en quoi elle fait avancer les choses. Pour moi, c'est une figure dont les médias se sont emparés, mais ça n'est pas la façon. Si vous voulez, c'est une sorte de discours punitif, culpabilisateur, qui ne fait pas avancer les choses parce que elle vient là pour entretenir un conflit intergénérationnel qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être, parce que ma génération ne s'est pas mal comportée, que les connaissances avancent, qu'effectivement, on aurait pu se comporter autrement, mais on n'avait pas les connaissances, et que j'attends de voir Moi, je pense que si, quand même. Depuis 50 ans, on a les connaissances. Ça, on ne peut pas dire ça. Et je pense que Walter Poufet n'est pas tout à fait d'accord non plus. Si je peux faire 2 micro-réactions. La première, c'est que... C'est ça le débat. Non, bien sûr. Mais c'est très personnel, donc je n'en tire aucune généralité. Quand je discute avec mes 2 enfants qui ont 9 et 12 ans au petit déjeuner, j'ai bien évidemment envie qu'ils passent une bonne journée, qu'ils se projettent dans leur vie, dans la joie de tout ça. Mais en fait, c'est eux qui m'interpellent, c'est eux qui me posent des questions. Ils me disent, par exemple, mon enfant qui a 12 ans me dit « Mais je ne comprends pas, papa, comment se fait-il que sur le climat, on a tout compris depuis longtemps, et alors pourtant, on ne décide pas d'agir et de faire ce qu'il faudrait faire? Comment c'est possible ?» C'est d'une naïveté confondante, mais enfin, revenons aux bases. Et la deuxième chose, et pardon, c'est pas qu'une formule, mais je ne sais pas si Greta Thunberg fait culpabiliser l'humanité, mais il y a une personne en France dont on parle beaucoup dans les médias, dont le prénom commence par E et le nom de famille commence par Z, qui fait aussi culpabiliser beaucoup de monde, et personne ne s'en émeut plus que ça. On trouve ça normal. Donc, moi, je trouve que la jeunesse soit en colère. Une partie de la jeunesse, c'est pas toute la jeunesse. Greta Thunberg, ce n'est qu'une partie. Que des jeunes fassent des marches du climat parce qu'ils ont lu les choses, ils ont découvert des choses, et que ça les inquiète, comment leur en vouloir? Mettons-nous un peu à leur place. Après, le conseil que je leur donne, c'est essayer de transformer votre colère en une joie d'agir. Et là, vous allez produire des choses et vous allez secouer le cocotier. Je discute tous les jours avec des dirigeants d'entreprise qui me disent qu'ils ont bougé parce que les enfants, leurs enfants, les ont fait bouger. Monsieur Achilles, je vous regarde, le maître de cérémonie. Est-ce que j'ai le temps de prendre une question dans le public? Allez, c'est très original en plus, c'est bien. C'est bien la participation, vous avez raison. Est-ce que quelqu'un a une question, notamment sur ce qui vient d'être dit, sur la jeunesse dans la rue? Est-ce que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit? Ah, très bien, jeune homme, je viens vers vous. Vous vous appelez comment? Adonis. Enchanté, allez-y, posez votre question ou votre commentaire. J'avais une question pour Madame Simon Naoum, pardon. Vous parlez du coup de Greta Thunberg et du fait que la jeunesse soit en colère et que pour vous ce ne soit pas forcément la bonne manière d'agir. Mais d'un autre côté, on a des politiques et des personnes d'influence qui n'agissent pas. Et quel autre moyen vous pensez du coup concrètement que les jeunes puissent mettre en œuvre pour se faire entendre? Parce que sinon, personne ne va porter la voix pour les changements environnementaux, etc. Surtout qu'il y a quand même des échéances qui arrivent à assez court terme et qu'il va falloir prendre des mesures très rapidement. Je pense que tout ce qui se fait dans la colère et dans l'antagonisme est mauvais. Et qu'au contraire, il faut avancer dans la relation. Pardon ? Les luttes sociales, pourtant, les luttes sociales, elles avaient un cadre et si vous voulez, elles ne délégitimaient pas l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y avait une lutte politique, mais il y avait un cadre commun. Moi, ce qui me frappe dans le discours actuel, que ce soit le problème du climat, que ce soit le problème des woke, etc., c'est qu'en fait, vous délégitimez votre adversaire, c'est-à-dire que vous n'avez même plus de débat avec lui. Moi, je suis pour que les jeunes s'engagent, par exemple, en politique. Il y a des moyens d'engagement. J'allais dire pour conclure. Prenez le pouvoir, en fait. Ouais. Présentez-vous
Présentez-vous, il y a des engagez-vous. législatives, il y a, voilà, en fait, Et vous défendrez vos idées. c'est à mon avis, et votez. Votez. Monsieur Mais- Jouzel, pour Oui. terminer, puisqu'on va devoir Non, moi, malheureusement... évidemment, je prends le contre-pied. Moi, j'ai participé aux manifestations des jeunes. On publie dans ça que vous la paraissez semaine si jeune. prochaine un livre avec Baptiste Denis, un dialogue avec un jeune. C'est très important, au contraire. Et je vous assure que, disons, ces manifestations des jeunes, j'ai jamais été pour l'arrêt de l'école le vendredi, mais je suis allé le samedi aux marches sur le climat. Ils ont été très bénéfiques. C'est grâce à eux que les programmes du secondaire ont été modifiés. Et si j'ai une mission auprès de Frédérique Vidal, c'est largement lié au fait que 15 000 étudiants ont signé un manifeste il y a 2 ans en demandant que la transition écologique leur soit enseignée. Donc, moi, je défends ces, disons voilà, et je les défends très fortement. Et donc, oui, elle n'est pas pour le moment, mais elle le sera, j'espère. Et donc, c'est bien grâce aux jeunes, et ils ont joué un rôle extrêmement important. Merci à vous, merci à vous trois, Perrine Simon-Naoum, Jean Jouzel, Walter Bouvet, d'être intervenus dans cette table ronde.